Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Il est l'heure de vous informer. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette nouvelle session d'information sur BSC TV, dont voici le sommaire. Le ministre d'État, ministre de la Coopération internationale, intégration régionale et francophonie a réussi en audience une délégation de l'USAID conduite par l'ambassadeur des États-Unis en RDC, Mike Hammer. Les diplomates américains, à part ces gestes, réaffirmaient la détermination de Donald Trump de travailler avec le nouveau gouvernement congolais. Et puis, le gouverneur de la province du Maniema a inauguré 4 ouvrages d'art financés par le Fonds de promotion de l'industrie, exécutés par l'ESBEL, ingénieurs réunis pour le développement de l'Afrique au Congo, IRDAC. Nous sommes dans les secteurs de Bangelenge au Maniema. Enfin, mission accomplie pour l'Es Vita Club et les TP Mazembe qui représentent la RDC en Ligue des champions de la CAF ont signé chacun en ce qui le concerne une victoire significative qui les hisse en phase de poule de la Ligue des champions de la Confédération africaine de football. Encore une fois de plus, bienvenue à toutes et à tous. Le membre du gouvernement Ilunga Ilunkamba ont jusqu'à dimanche 6 octobre pour déposer à la Cour constitutionnelle la liste de leurs patrimoines familiaux. Ces derniers doivent s'acquitter de ce devoir constitutionnel avant leur entrée en fonction et à l'expiration de celle-ci, tel que stipulé par la Constitution du 18 février 2006 en vigueur en République démocratique du Congo, particulièrement en son article 99. Strin Sulambi Mukenge nous en parle dans cet élément de reportage. Pour se soumettre à la recommandation de la Constitution du 18 février 2006 en vigueur en RD Congo, précisément en son article 99, le membre du gouvernement Ilunkamba n'ont plus que chacun que 6 jours pour déposer à la Cour constitutionnelle de leurs patrimoines familiaux. Le Premier ministre Ilunga Ilunkamba l'a fait savoir dans sa communication faite lors de la 3e réunion du Conseil des ministres tenue le vendredi 27 septembre à Kinshasa. L'ultimatum court jusqu'à ce dimanche 6 octobre 2019. Le président de la République et le membre du gouvernement sont tenus de déposer devant la Cour constitutionnelle la déclaration écrite de leur patrimoine familial, énumérant leurs biens meubles, notamment leur part sociale, obligations et toute autre valeur, ce avant leur entrée en fonction et à l'expiration de celle-ci. Entre-temps, l'opinion congolaise qualifie cette procédure d'un simple rituel sans un contrôle à l'expiration du mandat, vu que cette exigence constitutionnelle n'est pas toujours bien respectée pour ceux à qui elle s'adresse. Car, selon la mémoire collective des Congolais, aucun membre du gouvernement n'a été interpellé à l'échéance de son bail. Le ministre d'État, ministre de la Coopération internationale, intégration régionale et francophonie a reçu en audience une délégation de l'USAID conduite par l'ambassadeur des États-Unis en RDC, Mike Hammer. Les diplomates américains, à part ces gestes, réaffirmaient la détermination de son président Donald Trump de travailler avec le nouveau gouvernement congolais. Le compte rendu, c'est avec Clarisse Bebimwika. Les États-Unis d'Amérique ont réaffirmé leur volonté d'œuvrer avec le nouveau gouvernement congolais en vue de relever ensemble les défis liés entre autres à l'éducation et à la sécurité. C'est le message de Donald Trump transmis par l'ambassadeur des États-Unis à Kinshasa, Mike Hammer, au ministre d'État, ministre de la Coopération internationale, intégration régionale et francophonie, Pépin Guillaume Mandjolo, ce vendredi 27 septembre. C'est pour lier la parole à l'acte que le diplomate américain a conduit une délégation de l'USAID au cabinet du patron de la coopération internationale. Au sortir de l'audience, Mike Hammer a confié que l'agence américaine d'assistance USAID contribue chaque année à l'éducation dans le pays de Félix Tshisekedi avec une enveloppe à la hauteur de 5 millions de dollars américains. Dans le chapitre de la paix et de la sécurité, le représentant de Donald Trump en RDC souligne que cette question est l'une des préoccupations majeures des États-Unis. Il est très important pour les États-Unis de coopérer avec le gouvernement Ilunkamba, a précisé l'ambassadeur américain à Kinshasa, à Maître Pépin Guillaume Mandjolo, ministre d'État à la coopération internationale, intégration régionale et francophonie, qui le recevait dans ses installations.
Sachez que le ministre de l'Industrie, Julien Paluku, qui est aussi autorité morale du parti politique Bloc Uni pour la Renaissance et l'émergence du Congo, Burek, a procédé le week-end dernier à la grande opération de réidentification de tous les membres de ce parti, ce en vue de préparer les élections de 2023. Liévin Luzolo nous en parle. Un week-end très exceptionnel au siège du Burek dans la commune de Kasavubu à Kinshasa. L'autorité morale de ce parti, membre du FCC, le ministre de l'Industrie Julien Paluku, a procédé à la mise en place des stratégies pour les élections de 2023 en RDC. Accueilli par des chants et cris de joie, Julien Paluku a commencé par lancer l'opération de la réidentification de tous les membres de ce parti du FCC en RDC, mais aussi l'octroi des cartes numérisées sur place. Nous lançons l'opération de réidentification de nos membres. Parce que pour nous, les Burek, nous préparons déjà 2023 maintenant. L'objectif pour 2023, c'est le minimum de députés nationaux que nous devons avoir. Le minimum, c'est 50 députés nationaux. Dès que vous avez 50 députés nationaux, vous avez automatiquement 4 ministres au gouvernement. Et c'est possible. Il suffit de nous assigner un objectif de 2 députés dans chaque province. Ça fait pour 26, on a 52. Ne soyons pas distraits par les postes. Mais ce qui est important, c'est de savoir comment nous nous positionnons en 2023. Nous devenons qui? Parce que si nous ne le faisons pas, nous disparaissons. Signalons que cette cérémonie a été précédée par une réunion avec les membres des directoires politiques. Tout à fait autre chose, un dépôt de carburant a pris feu le vendredi. Un dépôt de carburant a pris feu le samedi 28 septembre 2019 au quartier de Bonhomme dans la commune de Matete à Kinshasa. Le cause de cet incident reste inconnu. Le bilan fait état de plusieurs dégâts matériels. Ce reportage est de Sami Bosongo, rendu par Clarisse Bebimwika. Une commission sera mise en place pour enquêter sur les raisons de l'accident, évaluer les bilans matériels et en tirer les conséquences. On ne peut pas laisser de dépôt des produits inflammables dans une zone résidentielle. C'est en ces termes que le ministre des hydrocarbures de Kinshasa réagissait à l'incendie d'un dépôt de carburant au quartier des Bonhommes sur la première rue du boulevard Lumumba dans la commune de Matete. Un incendie survenu le samedi 28 septembre et qui a entraîné des pertes matérielles énormes. Il est également signalé l'atteinte d'une église voisine du dépôt et une personne blessée. Les causes du drame restent jusqu'ici inconnues. Les Quinois, habitant ces coins de la capitale, étant témoins de l'incendie, vilipendent l'attitude des autorités qui laissent les propriétaires de dépôts des carburants les ériger dans un quartier habité. Cette stratégie relance la problématique des constructions des stations dépôts des carburants dans ou près de quartiers résidentiels, aussi bien à Kinshasa que dans l'arrière-pays où des accidents du genre ont été aussi signalés. Il ne faut pas que le Congolais meure ou soit préjudicié par des accidents évitables par la simple mise en application de textes régissant la construction des stations et dépôts de produits inflammables. Restant toujours en société, réunis le samedi 28 septembre 2019 dans la salle polyvalente de l'hôtel Empreinte dans la commune de Bandalungwa, les jeunes du Front commun pour le Congo FCC ont remercié leur autorité morale Joseph Kabila Kabange pour avoir choisi certains d'entre eux pour intégrer le gouvernement Ilunga Ilunkamba. Suivez cet élément de reportage. C'est avec une joie sans pareille que les jeunes du Front commun pour le Congo FCC se sont réunis le samedi 28 septembre 2019 dans la salle polyvalente de l'hôtel Empreinte dans la commune de Bandalungwa, Kinshasa. Le but de ces retrouvailles, remercier l'autorité morale Joseph Kabila Kabange pour avoir promu les jeunes au sein du gouvernement Ilunga Ilunkamba. Il a dit: il a fait, et aujourd'hui, grâce à la coalition FCC Cash, les jeunes du FCC se sont vus honorés. Certains d'entre eux, nommés ministres et vice-ministres, accompagnés de quelques députés nationaux du FCC, ont rehaussé de leur présence cette cérémonie. Question d'exprimer leur loyauté et fidélité à l'autorité morale Joseph Kabila, et ce, en s'alignant aux idéologies de la dite plateforme.
On peut citer le ministre de l'Emploi et Prévoyance sociale Nene Ilunga Nkulu, Papi Nyango, vice-ministre de Ressources hydrauliques et électricité, Mondo Moussa, vice-ministre des hydrocarbures, Didier Okito, vice-ministre de l'économie nationale, etc. Invité à prendre la parole, Nene Ilunga Nkulu a eu de mots justes pour exprimer sa gratitude. Ayant fait du renouvellement de la classe politique congolaise et la promotion du genre son cheval de bataille, notre autorité morale a su démontrer la place de choix accordée à la jeunesse de notre famille politique. Il nous appartient à nous jeunes de nous inscrire dans le schéma de la méritocratie pour démontrer effectivement que nous sommes non seulement en mesure de relever les défis de l'émergence de notre pays, mais également de nous inspirer de ce modèle donné par notre autorité morale pour la promotion d'autres jeunes dans nos cabinets et services respectifs. Nous voulons saisir cette opportunité pour encourager la jeunesse militante. Améliorer le climat des affaires dans le secteur minier en République démocratique du Congo, c'est le vœu exprimé par le ministre de Mines, Willy Kitoko Samsoni. Pour ce faire, il estime utile de privilégier la transparence dans la gestion et dans l'octroi des titres miniers. Suivez ce reportage de la rédaction de BSC-TV. Le ministre des Mines, Willy Kitoko, s'emploie à instaurer un climat des affaires porteur de bénéfices dans le secteur minier. Il a exprimé ce vœu le samedi 28 septembre 2019 à l'hôtel du gouvernement à l'occasion des prises de contact avec les personnels de son ministère. Le souci principal du ministre Willy Kitoko est que l'obtention des titres miniers puisse respecter les normes établies tout en privilégiant la transparence. À cet effet, il a instruit tous les directeurs provinciaux du cadastre minier de respecter des procédures en vigueur dans l'octroi des titres miniers, dont le permis d'exploitation. Les patrons des mines ont en outre demandé à ces directeurs de veiller sur la gestion de la cartographie des concessions octroyées aux exploitants industriels et artisanaux. Pour Willy Kitoko, le respect des lois dans les secteurs des mines est synonyme de bonne gouvernance et de transparence. Le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa, le général Silvano Kasongo, a effectué une visite d'inspection dans la partie orientale de la capitale RD congolaise où il a remis plusieurs choses à l'ordre. Suivez encore une fois de plus cet élément de la rédaction de BSC-TV. La visite d'inspection du commissaire provincial de la police ville de Kinshasa, le général Silvano Kasongo, dans la partie orientale de la capitale, avait toute sa raison d'être, dans la mesure où elle a permis au patron de la PNC Kinshasa de remettre l'ordre dans beaucoup de choses. Ici, à Massina Pascal, quelque chose de particulier a attiré l'attention du commissaire provincial et sa suite. Il s'agit du fait que l'entreprise qui exécute les travaux de construction de sauts de moutons dans cet espace où la circulation est dense a nuitamment cloisonné une partie de la chaussée du boulevard Lumumba, laissant une petite marge de manœuvre aux véhicules et aux piétons. Pourtant, il a été convenu que ce genre de travaux ne se fasse qu'après une réunion technique avec la police. Silvano Kasongo a immédiatement ordonné le démantèlement de ce cloison en attendant la réunion entre les parties concernées. Dans la même logique, le marché de fortune se trouvant à Pascal a été délocalisé. Et pour faciliter la traversée du boulevard aux piétons, Silvano Kasongo a ordonné l'ouverture de la passerelle construite depuis des lustres, mais qui n'a jamais été utilisée. Un autre constat malheureux fait par le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa, l'anarchie affichée par certains véhicules des privés et ceux de transport en commun. Cette Jeep d'un célèbre pasteur utilisant abusivement les gyrophares a vu les gyrophares enlevés. Cet autre Jeep s'est offert le luxe de rouler en sens inverse. Un corbillard sans depuis s'est permis de rouler avec gyrophare. Lui aussi a subi la rigueur de la loi. Des véhicules sans plaque, des jeunes gens sur des portières des véhicules ont été interpellés. Ce policier de circulation routière en état d'ébriété pendant les heures de service a été embarqué. Quittons Kinshasa pour aller en province où vous devez noter que de violents affrontements entre les miliciens ADF et les FARDC ont eu lieu dans les territoires de Mbao Kamango au nord Kivu. Le bilan de ces échanges de tirs font état de 2 rebelles neutralisés et plusieurs effets de guerre récupérés. Stella Hachema nous en parle. C'est sur la route Mbao Kamango, en territoire de Beni, dans la province du Nord Kivu, qu'ont eu lieu de violents affrontements entre miliciens ADF et les FARDC ce week-end dernier.
Selon le major Marc Azoukai, porte-parole des opérations Sokola 1, 2 rebelles ont été neutralisés et plusieurs effets de guerre récupérés au cours de ces échanges de tirs qui s'est déroulé au point kilomètre 40 PK 40. Une des conséquences de l'insécurité sur cette route, c'est l'interdiction du trafic sur la route Mbao-Kamango aux civils. Longue d'une 60aine de kilomètres, cette route relie les localités de Nobili, Kamango à la ville de Beni pour notamment l'évacuation des cacao. Pour atteindre la ville de Beni, certains habitants passent par l'Ouganda et d'autres prennent le risque de prendre la route de Kikingi, Mutuanga, insécurisée elle aussi. Quittons la province du Nord Kivu pour celle du Maniema où le gouverneur Ogi Moussafiri a inauguré 4 nouveaux œuvres. Quittons la province du Nord Kivu pour celle du Maniema où le gouverneur Ogi Moussafiri a inauguré 4 ouvrages d'art financés par le Fonds de promotion de l'industrie et exécutés par l'ESBEL, ingénieurs réunis pour le développement de l'Afrique au Congo, IRDAC. Nous sommes dans les secteurs de Bangelenge. Suivez le compte rendu. Le gouverneur de la province du Maniema a procédé le samedi 28 septembre 2019 à l'inauguration des 4 ouvrages d'art financés par le Fonds de promotion de l'industrie et exécutés par l'ESBEL, ingénieurs réunis pour le développement de l'Afrique au Congo, IRDAC. Le FPI vient de matérialiser la promesse faite à la population des Kailo, secteur des Bangengele, par la remise officielle de 4 ponts jetés sur l'axe routier Kindu-Lokando au gouverneur de la province du Maniema, Ogi Moussafiri. La coupure du ruban symbolique s'est faite en présence du directeur général adjoint du FPI, Boniface Kassembe, des autorités provinciales et coutumières. Il s'agit de ponts jetés sur la rivière Iononga au PK9, Solo au PK11, Lombo au PK15 et Deladé au PK31. Ces ouvrages d'art, d'une capacité portante pour chacun de 32 tonnes, vont servir à relier la ville de Kindu et les centres d'instruction militaire situés à 60 km du chef-lieu de la province et surtout de faciliter la population riveraine d'évacuer leurs produits champêtres vers le centre de consommation. Il en sera de même pour le tourisme car c'est la voie qui donne l'accès au parc de Lomami. Selon le maître d'ouvrage, prévu pour une durée de 5 mois, les travaux de construction ont glissé 3 mois de plus à cause des difficultés pour acheminer le matériau en provenance de Kinshasa. Pour le ministre provincial à charge de travaux publics et infrastructures, l'implication du FPI dans la construction de ces ponts en béton armé entre dans la droite ligne du programme du gouvernement provincial. Et ensemble, désenclavons, développons les Maniema. Ensemble, manayake, financement à quoi ya gouvernement central, financement à quoi ya gouvernement provincial, financement à quoi ya partenaires comme ECOCA, Léo, FPI ou Inezakua ya particulier. Le directeur général adjoint du FPI a invité les bénéficiaires à un sens de responsabilité. Nous exhortons les autorités locales ainsi que les notables du territoire de bien entretenir ces importants ouvrages pour que les effets économiques positifs de ces ponts soient durables et pérennes. Par cette intervention, nous voulons démontrer que le FPI reste un instrument au service de l'État et des populations. Nous vous assurons que les bons promoteurs bénéficieront de l'appui de notre institution. Nous ne pouvons clore notre propos sans remercier les autorités provinciales et locales pour leur implication sans faille dans l'exécution de ces travaux. Nous exhortons la population, première bénéficiaire de ces ouvrages, de les utiliser en bon père de famille. Le souhait des bénéficiaires est que le FPI ne s'arrête pas en si bon chemin en parchevant son œuvre de subvention des 5 autres ponts restants pour atteindre Lokondo dans les territoires de Kailo. Vous corrigerez avec moi que c'est dans les secteurs de Bangengele. La Fédération Wallonie-Bruxelles veut participer activement à la réussite de la campagne Kin Bopeto qui sera lancée officiellement en ce mois d'octobre par le gouvernement provincial de Kinshasa. Stella Chema nous en dit long dans son reportage. C'est au cours de la fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles et la région Wallonne, ce samedi 28 septembre 2019, que Catherine Brahim,
délégué général du Centre Wallonie-Bruxelles en RDC, a annoncé que cette fédération souhaite participer activement à la réussite de la campagne Kinbo Peto qui sera lancée au mois d'octobre de cette année par le gouvernement provincial de Kinshasa dans le but d'assainir la ville. Nous pensons sincèrement qu'il y a ici maintenant une occasion unique d'améliorer la vie des Congolaises et Congolais qui sont comme nous, les savons tous, en très grande souffrance. Modestement, nous sommes à disposition, saisissons tous ensemble cette chance. Comme on le dit ici joliment chez vous, nous sommes là et on est ensemble, a déclaré Catherine Brahim. Elle a annoncé également une participation de la région wallonne dans la préparation des Jeux de la francophonie qui seront organisés à Kinshasa en juillet 2021. Parlons sport à présent. Mission accomplie pour l'Est Vita Club et les TP Mazembe qui représentent la République démocratique du Congo en Ligue des champions de la CAF et y signent chacun à ce qui lui concerne une victoire significative qui les hisse en phase de poule de la Ligue des champions de la Confédération africaine de football. Placide Kesselo pour de plus amples détails. A apaisé de nombreux supporters du club de la capitale. Grâce à cette victoire, l'ASV Club accède en phase de poule. Il faut également noter que le match aller au Togo s'était soldé par un nul blanc. Jean-Florent Ibenge Ikwangé, coach de cette principale formation, n'a pas pu cacher sa satisfaction, d'autant plus que l'objectif visé dans le premier match est atteint. Le même dimanche, au stade Kibasa Maliba de la Kenya à Lubumbashi, le tout-puissant Mazembe Anglebert a eu raison de la formation des Fossa Juniors du Madagascar en la battant sur la marque de 3-1. Les buts de Corbeau de Lubumbashi ont été signés par Chico Ushindi à la 32e et 56e minute, ainsi que par Kofi Kwame à la 68e minute de la partie. L'unique réalisation malgache est intervenue à la 43e minute. En match aller, les deux formations avaient quitté le terrain avec un nul vierge, mais à ces stades, V-Club et tout-puissant Mazembe n'attendent plus que le tirage au sort pour connaître leurs adversaires. Terminons avec une information en international. La France a fait ses adieux à Jacques Chirac, l'ancien président français, ce lundi 30 septembre 2019. Les Français ont observé une journée de deuil national. Un service solennel a été rendu à l'église Saint-Sulpice à Paris en présence de toute la classe politique française et plusieurs personnalités politiques étrangères. La dépouille mortelle de cet ancien chef d'État français a été inhumée en intimité familiale au cimetière Montparnasse à Paris. Le point avec Strine Soulambi Mukenge. 1900 personnes sont réunies ce lundi 30 septembre à l'église Saint-Sulpice à Paris pour un honneur à Dieu en l'ancien chef d'État français Jacques Chirac. Presque toute la classe politique française s'est présentée à cette cérémonie d'hommage et d'adieu. 80 personnalités politiques étrangères ont également pris part à ces obsèques. L'actuel président français Emmanuel Macron a rendu des hommages funèbres militaires aux invalides en mémoire de l'illustre disparu. Après un service solennel en présence de plusieurs personnalités politiques à l'église Saint-Sulpice, le cercueil de Jacques Chirac a été escorté vers le cimetière de Montparnasse où l'ancien président français est inhumé aux côtés de sa fille Laurence. La journée de ce lundi 30 septembre est restée une journée de deuil national dans toute la France. La plupart de personnalités politiques présentes à la cérémonie officielle se sont retirées à l'Élysée pour un déjeuner. Par ailleurs, des hommages en grande pompe ont été rendus à celui qui a marqué la vie politique française pendant près de 50 ans. Dimanche 29 septembre, 7000 personnes ont défilé devant le cercueil placé à la cathédrale Saint-Louis des Invalides et quelques 200 personnes ont participé à la cérémonie privée des Invalides, dont son épouse. En mémoire de Jacques Chirac, le Liban a observé une journée de deuil national, ce également en guise de relation étroite que l'ancien chef d'État français partageait avec ces pays de son vivant. Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés à la fin de ce journal, mais si vous nous avez pris en marche, voici le rappel de principaux titres. Le ministre d'État, ministre de la Coopération internationale, intégration régionale et francophonie a réussi en audience une délégation de l'USAID conduite par l'ambassadeur des États-Unis en RDC, Mike Hammer. Les diplomates américains a par ces gestes réaffirmé la détermination de Donald Trump de travailler avec le nouveau gouvernement congolais.
Et puis, le gouverneur de la province du Maniema a inauguré 4 ouvrages d'art financés par le Fonds de promotion de l'industrie, exécutés par l'ESBEL, ingénieurs réunis pour le développement de l'Afrique au Congo, IRDAC. Nous sommes dans les secteurs de Bangelenge au Maniema. Enfin, mission accomplie pour l'Es Vita Club et les TP Mazembe qui représentent la RDC en Ligue des champions de la CAF ont signé chacun en ce qui le concerne une victoire significative qui les hisse en phase de poule de la Ligue des champions de la Confédération africaine de football. C'est complètement fini avec cette édition d'information. Merci à vous de nous avoir suivis et surtout, restez branchés sur BSC TV. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Merci de nous rester fidèles, mesdames, messieurs. Voici la revue de presse de ce lundi 30 septembre 2019. Que nous ouvrons avec Forum des As qui note en grand titre « Déclaration du patrimoine familial, un simple rituel sans un contrôle à l'expiration du mandat ». Le membre du gouvernement Ilunkamba n'ont plus chacun que 6 jours pour déposer à la Cour constitutionnelle la liste de leurs patrimoines familiaux. L'ultimatum court jusqu'à ce dimanche 6 octobre. C'est ce que rappelle le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba dans sa communication faite lors de la 3e réunion du Conseil des ministres tenue le vendredi 27 septembre à Kinshasa. Avant de leur entrée en fonction à l'expiration de celle-ci, le président de la République et les membres du gouvernement sont tenus de déposer devant la Cour constitutionnelle la déclaration écrite de leur patrimoine familial énumérant leurs biens meubles, y compris actions, parts sociales, obligations et autres valeurs, stipule la Constitution du 18 février 2006 en vigueur en RDC, spécialement en son article 99. Partant de cette disposition constitutionnelle, l'obligation faite aux membres de l'actuel exécutif national n'a donc rien de nouveau. Bien au contraire, vu de la loi suprême, il s'agit plutôt d'un acte qui procède de l'ordre naturel de choses. Moralité, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Poursuivons cette revue de presse avec le site de la Radio Kapi qui écrit « RDC, la Banque mondiale mobilise 100 millions de dollars pour prévenir et répondre aux violences basées sur le genre ». La Banque mondiale va mobiliser 100 millions de dollars pour le projet prévention et de réponse aux violences basées sur le genre, a annoncé le directeur pays de cette institution financière, Jean-Christophe Carret. Selon lui, la lutte contre les violences et autres conflits en RDC passe aussi par les actions de développement axées en priorité sur l'éducation, de l'emploi de jeunes notamment. Pour lui, c'est en misant sur l'éducation et sur les opportunités d'emploi qu'on viendra concurrencer le groupe armé éventuel, mettre fin à la violence. Bouclons cette revue de presse avec actualité.cd qui écrit « Enseignement de base, malgré la gratuité, certaines écoles accusent un dysfonctionnement dans un contexte de guerre en territoire de Béni. Plusieurs écoles dans les territoires de Béni au Nord Kivu éprouvent d'énormes difficultés pour fonctionner malgré la gratuité de l'enseignement de base décrétée par le président de la République depuis la rentrée scolaire de cette année. Dans un contexte de guerre, les écoles affichent un dysfonctionnement suite notamment au manque de matériel didactique. Pour leur part, les parents d'élèves n'ont pas les moyens pour acheter des fournitures scolaires. À l'école primaire Ushindi, dans la localité de Mavivi, à 15 km de la ville de Béni, certains écoliers n'ont même pas d'uniforme car leurs parents ont été appauvris par la guerre qui dure depuis 5 ans. Cette revue de presse est terminée. Merci à vous de l'avoir suivi et à la prochaine.